Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette présentation démonstration. Voici Glenn Rio et donc moi je suis Nicolas Pont-de-Mer, société Orange Cyberdéfense. L'idée de cette petite session, c'est de faire une démonstration par l'exemple de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en termes d'attaques qui permettent depuis l'extérieur à quelqu'un de un petit peu motivé de prendre le contrôle d'une chaîne de production. Donc, pour la démonstration, on va utiliser plusieurs composants. Donc, on se place dans une hypothèse où on a quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise, qui va prendre la main sur un poste banalisé, quelqu'un qui travaille par exemple à l'ADV ou aux achats, via l'envoi d'une pièce jointe frauduleuse par mail. Hein. Je vous rappelle que c'est 80% des attaques qui viennent de l'extérieur, c'est du mail. Et qui ensuite, une fois qu'il va être à l'intérieur de l'entreprise sur un poste banalisé, va faire ce qu'on appelle un déplacement latéral pour aller au cœur du système de production industrielle de l'entreprise. Voilà le schéma qui est ici présenté, où on voit bien effectivement le hacker qui est en haut à gauche de l'écran, qui va se rentrer dans l'entreprise via le réseau bureautique de l'entreprise, puis ensuite faire ce fameux déplacement latéral pour aller jusqu'à l'outil de production. Alors, dans une attaque, on a ce qu'on appelle une kill chain, c'est-à-dire un ensemble d'événements, les uns derrière les autres, qui, pris individuellement, ne sont pas forcément graves, mais qui, justement, lorsque l'attaquant arrive à enchaîner l'ensemble de ces étapes, est critique. Le premier élément de la kill chain, ça va être une phase dite de reconnaissance. C'est-à-dire, on se place dans l'époque où quelqu'un va vouloir connaître un collaborateur ou une collaboratrice qui travaille dans l'entreprise et essayer justement de la contacter directement. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux. Donc là, imaginons qu'on veuille attaquer une société qui s'appelle F-Society, par exemple, qui est connue pour ne pas avoir de très bons mécanismes de sécurité ou connue pour déjà avoir été attaquée. Et on va essayer de cibler un profil de type ADV achat. Donc on va taper dans n'importe quel moteur de recherche F-Society assistant de gestion et on va voir ce que ça nous donne. Donc on va tomber sur un profil. Là, on a un premier point qui est que les collaborateurs et les collaboratrices doivent être sensibilisés sur le fait de ne pas trop divulguer d'informations sur leur entreprise. Donc là, on tombe sur une certaine Alice Cooper qui travaille chez F-Society et qui, en plus, a mis son adresse email. Donc c'est un vrai profil LinkedIn qu'on a créé pour les besoins de la démonstration. Donc premier point, sensibilisation. Si déjà on n'expose pas trop d'informations à l'extérieur, on ralentit cette phase de reconnaissance. Donc maintenant qu'on a le nom de la personne et son adresse email, on a sa fonction, on se dit c'est parfait, j'ai peut-être une porte d'entrée. Donc on va maintenant créer un objet malveillant, donc c'est un objet PDF. Comme c'est quelqu'un qui travaille au service gestion achat, on va faire une facture, parce que typiquement une facture a de bonnes chances d'être ouverte, parce que justement c'est un peu le métier aussi de ces gens-là. Et donc on va envoyer un email avec une pièce jointe malicieuse. Vous me direz comment on fait pour créer une pièce jointe malicieuse qui va être indétectable par les antivirus du marché et par les firewalls. C'est relativement simple. En fait, un antivirus standard sur les plateformes de travail, je ne vais pas donner de marque, mais globalement, si les grands antivirus du marché détectent entre 40 et 70% des antivirus classiques, le reste, ils ne le voient pas. Donc ça veut dire que pour quelques dizaines de dollars, c'est relativement simple de créer un objet malicieux, de le mettre dans une pièce jointe, de le mettre dans un fichier PDF et de l'envoyer. Donc là, ça veut dire que typiquement, les défenses de l'entreprise doivent aussi se mettre à niveau en termes de protection, que ce soit sur le poste de travail, que ce soit sur le périmètre, que ce soit dans les applications SaaS, puisque les serveurs de messagerie sont maintenant souvent dans les applications SaaS. Donc il faut aussi prendre conscience que le niveau de sécurité doit aussi monter au niveau de l'outillage. Donc on a parlé sensibilisation, on a parlé outillage. Maintenant que la personne a reçu cet email, souvent, elle va cliquer. Pourquoi ? Parce qu'une assistante de gestion qui reçoit un mail avec une facture, qui demande de régler la facture, elle clique.
Voilà, c'est comme quelqu'un qui est au RH et qui reçoit un CV. Quand elle est en recherche de talent, elle va ouvrir le CV. Donc là, quand la personne va cliquer sur le lien, elle va ouvrir le PDF. La personne constate que c'est un fichier PDF, une facture. Ça ne la concerne pas trop, donc elle se dit, bah, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être la rediriger, cette facture, vers un autre de mes collègues ou une autre de mes collègues. Peut-être qu'elle, ça la concernera. On a vu une petite alerte quand Glenn a cliqué sur le lien. Là aussi, il y a une phase de sensibilisation qui aurait dû tilter chez la personne. Il faut apprendre et faire en sorte que les utilisateurs, lorsqu'ils reçoivent un mail, ils n'ouvrent pas n'importe quoi, n'importe qui. Lorsqu'on leur pose des questions de sécurité, ils répondent pas systématiquement oui, 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 parce qu'ils veulent accéder à la pièce jointe. Et en fait, le mail, si la personne avait regardé l'émetteur exact, elle aurait vu que ce n'était pas le nom d'une société d'affacturage célèbre, mais que c'était une adresse un peu bizarre en Gmail. Là aussi, ce sont des réflexes, si on a le temps, qui doivent faire en sorte que la personne se dise « je vais peut-être pas cliquer, je vais peut-être envoyer le mail à un officier de sécurité ou à un système d'alerte, mais c'est bizarre. La personne, elle semble pas être celle qui envoie le mail. J'ai une alerte de sécurité, ça sent pas bon. » Malheureusement encore, cette phase de sensibilisation vers les utilisateurs et les utilisatrices n'est pas toujours faite comme il se doit. Donc là, maintenant que la personne en fait a cliqué, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on a fait là, en fait, concrètement, on a ouvert un tunnel du poste de l'utilisatrice vers l'extérieur. Et donc le PC de l'utilisatrice s'est mis aux ordres du pirate. Ça se fait par une connexion sortante, c'est-à-dire que toute l'infrastructure de sécurité, vu que c'est une connexion sortante, elle n'a aucune raison de la bloquer. Les firewalls, les autres outils de ce type-là, ou les proxys, ils voient une connexion sortante, ils laissent passer en général. Si une adresse IP qui n'est pas connue, je sors. Bon. Là, en fait, le pirate, ça y est, il est content. Lui, il attendait. La personne a cliqué. Alors, il faut se mettre aussi dans une phase d'industrialisation. Le pirate, il a peut-être envoyé 10 000 mails. Donc, il attend tranquillement. Et sur les 10 000, ça va cliquer à un moment ou à un autre. Donc là, maintenant, le pirate, il est en fait directement sur le poste de l'utilisatrice. Donc il vérifie effectivement qu'il est sur le poste de l'utilisatrice. Donc là c'est un peu petit, mais on voit que quand il lance des informations sur oui, je suis bien le poste victime. Donc là il est dessus. Donc il peut par exemple activer la webcam. Il peut enregistrer toutes les frappes clavier du pirate. Donc là par exemple il va voilà. Donc là on est sur le poste du pirate. Voilà. Et on a activé la caméra. Alors, vous ne le voyez pas parce que vous êtes à l'envers, mais il n'y a pas de petite LED qui dit que la caméra s'est mise en route. C'est-à-dire que la personne ne voit même pas que ça y est, le flux il est lancé, c'est trop tard. Donc maintenant que le pirate il a réussi, il va faire ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est-à-dire le déplacement latéral. Donc là, on rentre directement dans le cœur du métier de l'entreprise. Donc là, on a pris l'exemple de la société F-Society qui met en bouteille du jus de pomme. Et donc en fait, manque de chance, l'assistante de gestion a reçu une commande qui lui ordonne, qui lui demande d'activer le lancement de 1500 bouteilles de cidre ou de jus de pomme. Pardon. Donc là, cette personne va aller sur l'outil de pilotage de la chaîne industrielle. Comme les choses sont bien faites, il y a un firewall devant la chaîne de production. On a segmenté, on a fait tout ce qui allait bien, etc. Sauf que là, il s'agit d'un flux autorisé, puisque c'est précisément la personne qui doit lancer la chaîne de production qui va lancer la chaîne de production. Donc là, on passe de la partie gauche à la partie droite, et on va se connecter sur la machine de supervision de la chaîne d'embouteillage. Donc là, on est sur un système classique, la personne se connecte, elle met le login, le password. Au passage, le pirate, il voit toutes les frappes écran. Donc le login et le password qu'elle vient de saisir, ça y est, c'est parti. Ils sont enregistrés sur l'écran du pirate, qui va à son tour pouvoir se connecter par la suite. Donc là, la personne se connecte sur la chaîne de production et va lancer l'embouteillage de 1500 bouteilles. Voilà, on se connecte. T'es en QWERTY peut-être? Non. Donc la personne va se connecter et lancer la chaîne.
Donc là encore, voilà, on est sur l'outil industriel. Là, on voit en fait le logiciel, qui est un logiciel réel, hein, pour le coup. On ne l'a pas fait pour la démo, il existait déjà. On voit la chaîne d'embouteillage qui est arrêtée. Et on va voir donc maintenant la personne qui lance la commande. Voilà, c'est parti. Donc là, la personne a lancé la chaîne de production et on est parti pour 1500 bouteilles. Donc là, à ce stade, on peut dire que l'architecture du client est cohérente. On a un firewall Internet, on a segmenté la chaîne de production avec un firewall d'une marque dont je tairai le nom, mais qui a pignon sur rue. Hein. On n'a pas pris un firewall voilà, d'entrée de gamme. On a des gens qui sont certes pas très sensibilisés, mais néanmoins, on a fait à peu près ce qu'il fallait côté outillage et segmentation du réseau. Malgré ça, le pirate, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a d'un côté la main sur le poste d'Alice Cooper, l'assistante de gestion. Il va installer ce qu'on appelle un pivot. Donc il va rebondir sur la machine de la personne, de l'assistante de gestion, pour attaquer directement et via des flux autorisés. Hein. Il n'y a aucun flux interdit, le firewall est bien configuré, mais tout ça se passe dans des flux qui sont légitimes et autorisés. Sauf qu'on a usurpé l'identité de la personne, parce que malheureusement, elle a juste cliqué sur une pièce jointe PDF. Voilà. Donc là, on installe le pivot, on a récupéré, là vous le voyez, en fait Glenn est en train de le surligner. Quand la personne tout à l'heure a cliqué sur se connecter à la chaîne de prod, elle a tapé un login, un password, parce que les choses sont bien faites, et le pirate, lui, il a enregistré le login et le password. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a installé la partie pivot, en fait, maintenant le pirate, il va vraiment faire la dernière phase qui est l'exploit. Alors, c'est souvent du racket, hein, de la rançon. Donc là, on a maintenant des systèmes assez industriels dans le monde du piratage qui font que on va instancier par exemple un numéro de téléphone duquel on va appeler l'entreprise en lui disant bah voilà, si vous payez pas, je sais pas moi, alors pas une somme énorme, hein, en général les pirates ils savent s'adapter à la taille de la société, ils prennent le chiffre d'affaires, ils prennent 10% du chiffre d'affaires et ça fait à peu près le montant de la rançon. L'idée c'est pas que le client il mette la clé sous la porte, c'est qu'ils se disent bon ok je perds une partie de mon chiffre d'affaires mais là j'ai des commandes à faire tourner, il faut que ça parte quoi. Voilà, donc faut pas que le montant soit trop élevé, pas trop petit non plus. Et donc là, la personne va appeler, dire bah, donnez-moi, je sais pas moi, 50 000 euros. Vous versez ça sur soit en bitcoin, totalement intraçable, soit sur des banques qui ne sont pas forcément très regardantes, notamment aux îles Caïmans ou dans les îles Vierges. Vous envoyez le règlement, sinon je coupe votre chaîne. Bon, la réflexion chez le client, qu'est-ce que je fais? Vite, je monte voir la chef ou le chef. Et là, il y a aussi une phase importante qui aurait dû tuer la kill chain, c'est la phase de gestion de crise. Très peu d'organisations aujourd'hui ont des systèmes de gestion de crise. Globalement, quand il y a un incident de sécurité, c'est je cours partout, j'appelle tout le monde, en interne, mes prestataires, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est typiquement quelque chose qui doit s'anticiper. Un processus de gestion de crise, c'est un document qui doit être écrit, validé par les différents membres de l'organisation, qui doit être testé tous les ans, tous les 2 ans. Tiens, et si j'avais un incident majeur de sécurité, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Ça s'anticipe, ça se prépare. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, nous, en cyberdéfense, c'est que la plupart du temps, à part dans les très grosses organisations très structurées, c'est panique à bord. Des incidents comme ceux-là, ceux qu'on vous montre aujourd'hui, c'est tous les jours. Ce n'est qu'une démonstration, mais des organisations dans le Grand Ouest, on est appelé toutes les semaines avec des sociétés qui ont 50, 100, 200, 300 serveurs, qui nous disent on est le 20 du mois, et là, tout est crypté. Je ne sais pas comment je vais sortir mes feuilles de paye, parce qu'on est le 20, on est vendredi soir, et les feuilles de paye elles doivent être préparées le 21 ou le 22, hein, à peu près. Et j'ai une rançon, qu'est-ce que je fais? Et malheureusement, quand toutes ces phases-là de sensibilisation, préparation à la gestion de crise, outillage cohérent, et là encore, il y a souvent un malentendu. Quand on parle sécurité, beaucoup de gens pensent technique, outillage très compliqué, les antivirus, les firewalls. Le vrai enjeu de la sécurité, il n'est pas là. Il est dans la préparation, il est dans le test régulier des applications, il est dans l'analyse de risque. Qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? Qu'est-ce qui fait tourner mon organisation? Si c'est ma chaîne d'embouteillage, et là il y a des chances que ce soit la chaîne d'embouteillage, c'est ça que je dois sanctuariser. Le reste, c'est pas grave. Donc je vais prendre les mesures adéquates en face du risque.
Et c'est rarement une question d'outillage, en fait. C'est plus une question d'organisation et de préparation et de savoir réagir aux incidents. Donc là, la personne, elle prend la main. Donc là, le pirate, il a fait son rebond. Vu que l'organisation ne paye pas, bah, il fait stop. Il fait stop, et du coup, eh ben là, la chaîne s'arrête. Donc, quand on en est là, c'est que c'est déjà beaucoup trop tard. C'est-à-dire que sans doute que le pirate, il a installé d'autres outils qui font que même si on réinstalle le PC d'Alice Cooper, même si on réinstalle l'outil de supervision, etc., etc., il a laissé des choses un peu partout qui font que de toute façon, il va reprendre la main. Donc, pour éviter tout ça, et après je vous laisserai la parole si vous avez des questions, mais pour éviter tout ça, il faut mettre en place un processus d'analyse de risque, de gestion, d'exploitation. Parce que la sécurité, ce qui coûte cher, c'est pas forcément les outils, hein, c'est l'exploitation de la sécurité. Avec des demandes qui viennent des métiers qui changent régulièrement, et c'est normal, l'entreprise doit s'adapter, mais qui doivent se traduire par des changements sur les processus, sur les outillages et sur la détection des incidents de sécurité. Il n'y a que comme ça, avec ce processus, la sécurité, on dit souvent que c'est un processus, hein, c'est surtout pas un outillage, qu'on va réussir à limiter le risque, contenir le risque. Et toutes les organisations du monde, y compris Orange Cyberdéfense, ont des incidents de sécurité. Par contre, si c'est préparé, anticipé et contenu, et que les assets critiques sont sanctuarisés, en général, ça fait moins mal dans le temps. Voilà. Vous avez remarqué qu'il y avait du Windows 7, etc. Vous pouvez dire oui, mais c'est une maquette, c'est une démo. Si vous suivez l'actualité sécurité, ce que je vous engage à faire, bah, cette semaine, Microsoft a sorti un patch sur des API sur Windows 10. Donc même si vous êtes en Windows 10, ça marche aussi. C'est aussi pour vous indiquer que ce processus de surveillance des vulnérabilités, il doit être permanent. Même si vous avez l'impression d'avoir une faible dette technique, avec des machines à peu près à jour, des applications à peu près à jour, etc., etc., si on ne vous aide pas à dire ce qui est important pour vous et les assets qui font tourner votre activité, votre cœur de business, vous allez sans doute louper quelque chose. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations sur ce qui vous est démontré? Oui. Non, ça sera pareil. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt pour renforcer ce qu'on a vu là, de faire ce qu'on appelle du multifactor authentification, du MFA. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'énormément se démocratiser parce que les prix baissent et puis il y a des solutions qui ne sont plus des usines à gaz, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, on a maintenant des solutions de MFA qui font que la personne, Alice Cooper, quand on lui demande de se connecter à une asset critique comme le lancement de la chaîne de production, certes, elle a un login password, mais elle a un deuxième élément d'information, un SMS, un token, autre chose, qui va lui être automatiquement transmis. Et là, typiquement, si on aurait juste mis, effectivement, comme vous le dites, une solution de MFA, elle tapait son login password, elle recevait un SMS, et le SMS, il est valable que 30 secondes, ou 20 secondes, ou 60 secondes. Et là, du coup, le pirate, il faut qu'il soit quand même sacrément plus outillé, plus réactif pour réussir à prendre la main. Donc, il y a des solutions, et le raz-de-marée qui est vers Office 365 ou les services de SaaS, notamment pour plein de services, fait que le MFA devient quasiment obligatoire maintenant. Parce que quand on est à distance et qu'on n'est même pas dans l'entreprise, c'est encore plus compliqué de garantir l'identité de la personne. Donc oui, le MFA se démocratise aujourd'hui beaucoup pour l'accès aux applications critiques. Oui. Oui. Tout à fait. En fait, comme le cœur de l'activité, c'est bien d'emboutir des bouteilles et qu'il faut absolument sanctuariser ça, il aurait fallu faire ça. Sauf que là, regardez,
C'est ce qu'on a fait. En fait, on est sur un réseau physique séparé. Il y a même un firewall certifié par l'ANSI, garantie, qui est devant. Sauf qu'il y a un moment où les contraintes opérationnelles de vitesse et de rapidité font que la personne physiquement qui doit lancer l'embouteillage n'est peut-être pas dans l'usine. Elle est peut-être à 300 km ou même à 10 mètres si c'est à l'autre bout de l'usine. Et là, l'organisation, pour le coup, a bien fait les choses, hein. Elle a mis un firewall devant. Donc, il aurait fallu, en fait, soit mettre de l'authentification renforcée, soit faire en sorte que c'est une personne qui, physiquement, aille sur la machine de prod dans l'usine au bon endroit. Et là, vous voyez tout ce que ça veut dire derrière en termes d'organisation et de maintenance. Les machines Siemens, Schneider, qui font tourner les usines aujourd'hui, elles sont pilotées depuis l'extérieur. C'est pas quelqu'un de Schneider ou un prestataire Schneider qui vient mettre à jour votre PLC, hein. C'est souvent à distance, que vous maîtrisez qu'à moitié en général. C'est dur de lutter contre un Schneider ou un Siemens. Et donc typiquement, en termes d'analyse de risque, il aurait fallu anticiper tout ça en disant, bon, comment je vais faire les opérations de lancement de ma chaîne, comment mes Siemens, Schneider et compagnie, ils vont mettre à jour leur microcode sur mon usine, est-ce qu'ils viennent physiquement, est-ce qu'ils viennent pas physiquement. Donc c'est toute une réflexion qui malheureusement n'est pas systématiquement faite, notamment dans le milieu industriel. Il y a énormément d'activités sur le milieu de la sécurité industrielle en ce moment, parce que c'était un réseau qui était sanctuarisé, il n'y avait pas le petit lien là avec le firewall, sauf que les organisations veulent aller de plus en plus vite, de plus en plus loin, et donc elles finissent par ouvrir leur réseau de prod depuis l'extérieur. Et là, on est passé à travers un firewall, il n'y a pas de souci. Merci.